Bonjour et bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu The Shores of Tripoli, publié par Fort Circle Games en 2020. Alors, on est un peu ailleurs avec ce jeu-là par rapport à ce que vous êtes habitué de voir sur la chaîne. C'est un plus petit jeu que ce qu'on couvre habituellement. C'est un jeu qui prend 45 à 60 minutes à jouer, là, puis bon, des fois, les éditeurs sont un peu off dans leurs estimés de playtime. Mais dans ce cas-là, je vous garantis, là, si ça vous prend plus qu'une heure pour jouer à ça, là, changez de partenaire de jeu parce que c'est quand même pas normal de penser à pu finir, là. C'est fait pour être un jeu léger. C'est ce qu'on appelle là aussi un dice fest là, ou un bucket of dice. Là. Vous allez brasser énormément de dés, donc à un moment donné, là, puis vous êtes assez limité aussi dans les actions que vous pouvez prendre pour le meilleur ou pour le pire. Alors, ça s'inscrit là, dans la lignée, là, dans les dernières années, là, il est sorti ce qu'on appelle là, des lunch games, des jeux qui sont faits pour être joués là, sur votre heure de dîner, là, avec quand même un thème historique, des petits wargames là, qui viennent dans des packages tout petits comme celui-là. Là. Donc, ça s'inscrit là-dedans. On va en couvrir à l'occasion sur la chaîne. Alors, attendez-vous à voir un peu moins de vidéos là-dessus quand même, étant donné que c'est moins complexe que les jeux qu'on a l'habitude de couvrir, mais n'empêche, c'est quelque chose qui peut vous intéresser de fois de temps en temps. Ça change le mal de place. Donc, c'est un jeu à deux qui oppose les États-Unis à Tripoli. C'est comme ça qu'on va les appeler là, dans les vidéos, là, le joueur américain et le joueur de Tripoli. D'abord, en toute honnêteté, là, levez la main ceux qui ignoraient là, qu'il y avait eu un conflit là, entre les Américains et Tripoli au début des années 1800. Alors bien humblement, je lève la main. Et c'est une des raisons pour laquelle je joue à des jeux historiques, pour en apprendre un peu plus sur le monde tel qu'il était avant que je naisse. Donc, pour faire une histoire courte, là, sans vous endormir avec toute l'histoire sur le sujet, là, le jeu vient avec un supplément historique que vous pouvez lire là, pour vous familiariser avec ce thème qui est quand même relativement obscur malgré le joueur impliqué. Euh, Donc, ce sont de fraîchement créés États-Unis qui sont là. Ça fait pas longtemps qu'ils ont déclaré leur indépendance et ils ne bénéficient plus de la protection de la puissante marine britannique. Alors, les navires marchands américains qui se promènent dans la mer Méditerranée sont victimes des nombreux pirates qui opèrent dans cette mer-là. Et en tête de liste, la nation de Tripoli, là, qui a l'habitude justement là, de se vouer à des actions de piraterie et qui dit au pays essentiellement, si vous voulez qu'on arrête, ben, vous allez nous payer ce qu'on appelle un tribute, là, vous allez nous payer une somme d'argent à une fréquence X pour qu'on vous laisse tranquille. Alors les États-Unis commencent à en avoir ras le pompon de ces menaces et de ces attaques et décident, je pense pas qu'on peut appeler ça une guerre officielle, là. Euh, c'est pas le cas typique là, où il y a eu de grands combats, là, puis des centaines de milliers de morts. Là. Euh, on parle plus là, de combats navals, de diplomatie, de machination pour venir à bout de mettre un terme à tout ça. Et quand même, dans un scénario digne d'Hollywood, et c'était typique à cette époque-là, nous avons Youssouf Karamanli qui est sur le trône de Tripoli. Et les États-Unis là, vont aller chercher en Égypte le frère plus vieux de Youssouf Karamanli, Hamet, et ils vont le convaincre là, de prendre les armes et de se soulever contre son frère, là, de refaire le chemin de l'Égypte jusqu'à Tripoli pour venir renverser son frère et reprendre le pouvoir avec un peu d'aide des Américains et en échange, évidemment, euh, de meilleurs termes par rapport à comment la piraterie va se dérouler dans le futur. Donc, il y a plusieurs petits éléments intéressants, puis c'est tout bien intégré dans le jeu là, via des cartes événements, entre autres. Là. C'est un card-driven game dans lequel chaque joueur a son deck de cartes, donc c'est pas un cas où est-ce que les joueurs pigent tout d'un gros deck mélangé. Là. Donc, l'Américain a son deck de 24 cartes, le joueur de Tripoli a son deck de 24 cartes, là, puis on va voir comment ça se transpose. Donc ça, c'est le setting, petit jeu à deux, card-driven game, sur un thème relativement peu connu, avec un gros facteur chance quand même. Là, la stratégie est minimale, je dirais, dans le jeu. Là.
Donc, dans cette vidéo d'intro, on va voir aussi les conditions de victoire, puis un bref aperçu là, de la séquence de jeu. Là. Mon but avec la première vidéo d'une playlist, c'est toujours que vous puissiez décider est-ce que c'est un jeu qui vous intéresse, voulez-vous continuer à en apprendre plus sur le jeu, ou si vous en avez assez vu, puis vous voulez passer à autre chose. Donc, on va voir les conditions de victoire. C'est un jeu qui est quand même assez asymétrique aussi, et ceux qui me connaissent savent que j'aime bien ça. C'est-à-dire que les deux camps se jouent de façon relativement différente et n'ont pas du tout les mêmes conditions de victoire. Alors, le joueur de Tripoli a trois conditions de victoire. La première, c'est d'accumuler 12 pièces d'or qu'on va traquer dans le module vassal ici. Alors, s'il se rend à 12 pièces d'or, c'est la partie est terminée. Il va aller chercher des pièces d'or, c'est une représentation abstraite de ses succès de piraterie, les pièces d'or. Alors, dans le jeu, on dit qu'à chaque fois que Tripoli réussit à capturer un navire marchand américain, ça lui donne l'équivalent d'une pièce d'or. Rendu à 12, thématiquement, les États-Unis en ont assez et, comme on dit en bon québécois, là, disent pardon, mon oncle, à Tripoli et probablement là, acceptent de payer le tribute hebdomadaire, mensuel ou annuel là, en échange que Tripoli laisse leurs marchands tranquilles. Donc, c'est un peu un constat d'échec pour l'Américain à ce moment-là. Deuxième condition de victoire qui est possible pour le joueur de Tripoli, c'est de couler 4 frégates américaines. Donc, vous allez me dire, Marco, il y en a juste 3 sur le board en ce moment. C'est vrai, mais il y en a d'autres qui vont se rajouter au fil des années. Et si jamais le joueur de Tripoli, c'est quand même assez tough. Là, la condition de victoire la plus commune pour Tripoli, c'est définitivement les 12 pièces d'or. Couler 4 frégates, c'est quand même assez difficile. Là. On va le voir, il y a des événements qui aident un petit peu, là, mais bon, c'est de l'ouvrage de faire ça, mais c'est quand même une condition de victoire. Sa troisième et dernière condition de victoire, c'est la fameuse armée de Hamet, le frère de l'autre. Là. Si elle est complètement éliminée, le joueur de Tripoli l'emporte. Alors probablement que thématiquement, là, c'est étant libéré de ce stress-là, là, de savoir là, est-ce que mon frère va revenir avec une armée, là, ça permet à Youssouf de se concentrer exclusivement sur la piraterie et ça représente une défaite pour le joueur américain. Le joueur américain, lui, a deux conditions de victoire et les deux sont représentés par une carte qui se trouve dans son deck. Alors, tantôt, je disais 24 cartes dans le deck américain, c'est parce que j'ai sorti à l'avance les deux cartes qui représentent une victoire possible pour l'Américain. Dans les deux cas, ces cartes-là ne peuvent être jouées qu'en automne 1805 ou plus tard. Alors, définitivement, l'Américain ne peut pas gagner en début de game. Là. Ça va y prendre du temps pour mettre les éléments en place pour être capable de jouer ces deux cartes-là. La première, c'est une espèce de banzai, c'est une espèce d'assaut final à Tripoli, où essentiellement, on va voir les détails dans d'autres vidéos, là, l'Américain envoie tout ce qu'il y a, ou à peu près, sur le board à Tripoli. Et là, on fait une grosse bataille de la mort où on va brasser des dés, des dés, des dés et des dés, jusqu'à temps qu'il ne reste plus qu'une des deux nations qui reste debout. Alors, ironiquement, bon, on peut le voir aussi comme une condition de victoire pour le joueur de Tripoli, parce que si le joueur de Tripoli gagne, réussit à repousser l'Américain, à éliminer complètement l'Américain lors de l'assaut à Tripoli, c'est lui qui gagne. Par contre, c'est une condition de victoire qui est plus typique à l'Américain, parce que le joueur de Tripoli ne peut pas décider, lui, que l'Américain va lancer l'assaut sur Tripoli. C'est l'Américain qui décide quand est-ce que ça l'arrive et si ça l'arrive. Mais bon, si une fois que ça l'arrive, les odds sont en sa faveur ou les dés lui sourient, c'est possible aussi que le joueur de Tripoli l'emporte. Et la deuxième condition de victoire de l'Américain, toujours sur une carte, c'est un genre de traité de paix là, où les Américains réussissent à faire entendre raison à Tripoli. Là. Donc, il y a quatre conditions, elles sont toutes listées sur la carte, on les passe rapidement ensemble. Encore là, ça doit être l'automne 1805 ou plus tard. Les trois villes oranges ici, là, Tangier, Algiers et Tunis, doivent être vides. Il ne doit pas y avoir de corsaires. On appelle ça des alliés de Tripoli. Donc, les trois alliés de potentiel de Tripoli doivent être en paix. La ville de Derne doit avoir été capturée. Et il ne doit pas y avoir de frégate de Tripoli dans le port de Tripoli. Alors, on voit que cette carte-là ne nécessite pas de prendre Tripoli, mais nécessite quatre autres choses. Alors, il y a des games où ça va être plus facile de s'en aller à Tripoli puis de faire le gros combat que je parlais tantôt. Puis il y a des games où, comme américain, vous allez vous rendre compte, hey, j'ai trois conditions sur quatre, je suis peut-être capable
de m'en sortir là, via cette carte-là. Encore faut-il que vous ayez la carte en main, ce qui ne devrait pas être un problème, comme on va le voir tantôt, là. Encore faut-il que vous ayez la carte dans la main et que vous la jouiez pour triguer la condition de victoire. Donc oui, elle est réécrite sur la carte, là, mais ça vous prend la fameuse carte dans votre main au moment où les conditions sont rencontrées. Et fait intéressant à noter, je ne peux pas dire que je suis un fan de ça, mais bon, c'est de même. Si vous vous rendez à la fin de la game, si vous vous rendez là, hiver 1806, vous terminez le tour hiver 1806 et il n'y a pas de gagnant, c'est un match nul. Donc, il n'y a aucun des deux joueurs qui a de la pression de l'emporter avant que le temps soit écoulé, là. Alors, ça peut donner naissance à des stratégies un peu, entre guillemets, chicken ou conservatrices de la part d'un joueur qui n'est pas vraiment dans une position de gagner, puis là, se met à jouer pour la nulle, là. Il essaye de résister le plus longtemps possible. C'est legit, I guess, mais bon, je ne suis pas un grand fan de ça, là. Je me dis peut-être que l'Américain aurait pu avoir la pression, étant donné que c'est lui qui est comme un peu la victime là-dedans, là, de la piraterie, puis qui essaye de faire changer les choses, là. Mais bon, vous arrivez à la fin de l'hiver 1806. Si vous n'avez pas réussi à faire de vainqueur, on se serre la main, match nul, on s'essuie et on recommence, comme disait ma grand-mère. OK, maintenant, petite séquence de jeu. On passe à travers la séquence de jeu rapidement, puis après ça, je vais laisser le reste des règlements pour une autre vidéo, juste pour vous donner une idée de comment ça se joue, là, encore là, pour que vous puissiez décider si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, au début d'un tour, chaque joueur va ramasser les frégates qu'il a sur la turn track ici. Alors, l'Américain commence avec des frégates qui représentent des renforts là, pour les années subséquentes du conflit. Mais au fil du jeu, des événements où quand des frégates sont endommagées vont se retrouver là. Alors, chaque joueur récupère ses frégates qui sont sur le turn track. L'Américain les met à Gibraltar, qui est ici. Le joueur de Tripoli les met à Tripoli directement, s'il y en a. Ensuite, chaque joueur va piger 6 cartes de son propre deck. Donc, on pige 6 cartes au début de chaque tour. Les joueurs ont une limite de 8 cartes en main. Au premier tour, c'est pas un problème, mais à partir du deuxième, surtout du troisième tour, on va voir, là, vous allez jouer généralement moins de 6 cartes par tour. Alors, à force d'en piger 6, à un moment donné, vous allez dépasser la limite de 8 cartes en main. Si c'est le cas, vous devez discarter automatiquement là, avant même d'aller plus loin, tout de suite après avoir pigé, vous devez discarter. Et les amateurs de mathématiques parmi vous, là, ça, il y a une belle symétrie. On aime ça, nous aussi, les joueurs toqués, les joueurs OCD, obsessifs compulsifs. Alors, il y a 24 cartes dans le deck, vous en pigez 6 à tous les tours. Alors, vraiment, en 1804, vous allez avoir pigé toutes vos cartes. Votre deck va être vide, au poil près, là. Il n'y a aucune carte qui vous fait piger des cartes additionnelles, aucun truc mystérieux, là. Quand vous arrivez là, après 1804, quand vous avez pigé vos 6 cartes, votre deck est complètement vide. Alors, quand vous allez arriver en 1805, vous allez rebrasser votre discard pile. Peut-être certains événements qui vont avoir été retirés du jeu. Vous allez rebrasser votre discard pile, vous allez piger 6 cartes. Et quand vous arrivez en 1806, c'est spécial, vous pigez toutes les cartes qui restent dans votre paquet. Alors, même s'il reste 8 cartes, 10 cartes, 12 cartes dans votre paquet, vous les pigez toutes. Et là, rappelez-vous, vous avez quand même une limite de 8 cartes en main, alors là, vous allez discarter en masse. Mais c'est quand même intéressant et intriguant, ce principe-là. Ça fait en sorte, je le dis comme ça, que vous allez voir chacune des cartes dans votre deck minimum 2 fois, maximum 2 fois. Vous êtes certain de voir les cartes de votre deck 2 fois, parce que vous allez passer à travers votre deck dans les 4 premières années, puis même à faire dans les 2 dernières années du conflit. Alors, si entre 1801 et 1804, vous discartez une carte sans jouer l'événement, vous pouvez être sûr que l'événement va revenir en 1805 ou en 1806. Alors, ce qui vient ajouter un petit peu de variabilité, c'est le timing qu'on pige ces événements-là, évidemment les dés, les réactions de notre adversaire, des choses comme ça, là. Mais sinon, là, c'est vite passé, là. Fait que ceux qui doutaient là, de la durée, là, vous avez 4 saisons par tour. Et à chaque saison, chaque joueur va jouer une carte en alternance. Fait que vous avez 6 tours, 4 saisons. Chaque joueur va jouer 24 cartes dans toute la game. Alors, 24 cartes, là, ceux qui connaissent Twilight Struggle 1989, Alouette, là, généralement, on joue 24 cartes en 3 tours dans ces jeux-là, là.
Fait que là, vous allez jouer 24 cartes, la game va être finie. Ça va très, très, très rapidement. Et même ce qu'on peut faire avec les cartes, bien souvent, c'est assez simple. Alors, ça prend pas 15 minutes là, pour réfléchir à votre prochain card play, là, je l'espère pour votre adversaire, là, mais c'est quand même très rapide, là. Alors, parlons-en, la séquence de jeu, donc, ça marche par saison. Alors, on commence au printemps 1801, c'est toujours l'Américain qui joue en premier, suivi du joueur de Tripoli, et on alterne comme ça jusqu'à l'hiver. Chaque joueur joue une carte à chaque saison. Fait que l'Américain joue une carte, Tripoli joue une carte, on tombe à l'été, l'Américain joue une carte, Tripoli joue une carte. Fait que c'est toujours l'Américain qui parle en premier dans un tour et c'est toujours le joueur de Tripoli qui a le dernier mot. Quand on arrive à l'hiver, après que le joueur de Tripoli a joué sa carte, on ramène ça au printemps, on avance le marqueur de tour de 1, puis là on fait les trucs que j'ai dit, les joueurs ramassent leur frégate, pigent 6 cartes, dépendamment du tour où ils sont rendus, là, ils rebrassent ou ils repigent tout leur deck, là, puis on continue comme ça, jusqu'à temps qu'on ait un vainqueur ou jusqu'à temps qu'on arrive à la fin de l'hiver 1806. Maintenant, que peut-on faire avec les cartes? Bien, chaque joueur peut faire trois et seulement trois choses avec ses cartes. Alors, comme je disais, on fait le tour quand même assez rapidement. D'abord, si je commence avec l'Américain peut décider de jouer un événement de sa main. Donc, chaque carte a du texte dessus, un événement. Des fois, il y a des conditions. Des fois, l'événement est retiré du jeu. On va voir ça en détail. On va faire des vidéos de revue de cartes aussi pour vous donner un avant-goût de ce qui se trouve dans le deck. Mais si je vous montre là, rapidement, là, dans les cartes du deck de l'Américain, même affaire pour le joueur de Tripoli, là, chaque carte a un événement dessus. Alors, si les conditions sont en place puis l'Américain veut jouer l'événement, ça peut compter comme son card play. Alors, il va jouer l'événement, puis la carte est soit discartée ensuite ou retirée du jeu, dépendamment du type de carte. Deuxième chose que l'Américain peut faire, c'est de construire ce qu'on appelle un gunboat à Malte. Donc, il y a trois gunboats qui sont disponibles dans le jeu. Si l'Américain décide de faire ça, il va tout simplement discarter une carte de sa main. On ne fait pas l'événement à ce moment-là. Il discarte une carte de sa main pour bâtir un gunboat. Alors, il va venir ici, dans le cas du module vassal, là, dans le vrai jeu, il va venir prendre une miniature d'un gunboat puis il va venir la placer à Malte. Donc, il est limité, il peut en construire. Une fois que les trois sont sur le jeu, that's it, cette action-là ne peut plus être faite. Si des gunboats sont éliminés en combat, ils reviennent dans le supply, ils peuvent être reconstruits à nouveau. Mais sinon, une fois que l'Américain a ses trois, puis les trois sont encore sur le board, that's it. En passant, dans le module vassal, vraiment, bon, ça, normalement, sur le jeu, c'est des endroits où vous allez corder tous les bateaux qui sont disponibles là, de part et d'autre. Alors, c'est des boîtes qui sont quand même pas mal remplies. Chapeau au concepteur du module vassal qui nous a résumé ça là, avec des chiffres ici. Et c'est quand même assez bien fait dans le sens où si je m'en viens ici puis j'augmente le nombre de gunboats que j'ai à Malte, ça vient diminuer le nombre de gunboats qui sont disponibles. Et une fois que j'atteins le maximum, c'est-à-dire 3, je n'ai plus de gunboats disponibles et je ne peux même plus faire clic droit increase number sur ce gunboat-là. Alors c'est vraiment bien fait là. Je le salue s'il est à l'écoute, c'est probablement pas le cas, mais le concepteur du module Vassal a quand même fait quelque chose de très intéressant ici, là. C'est vrai pour toutes les composantes qu'on peut avoir, là. Donc, construire un gunboat, simple enough, comme on dit. Troisième et dernière action que l'Américain peut prendre en discartant une carte, c'est de déplacer deux frégates de n'importe où à n'importe où. Alors, ils peuvent venir d'endroits différents, ils peuvent s'en aller à des endroits différents, donc deux frégates qui partent de n'importe où et qui s'en vont n'importe où. Et les frégates peuvent se situer soit dans un port ou une ville, qui sont les ronds ici, ou dans ce qu'on appelle des patrol zones, des zones de patrouille qui sont les espèces de cercles un peu plus pâles qui se projettent là, de plusieurs villes, en fait, là. Et on va voir dans les prochaines vidéos qu'est-ce qui arrive là, si l'Américain bouge à des endroits où est-ce qu'il y a d'autres bateaux, vous aurez deviné qu'il y a un combat qui se passe, là, mais pour l'instant, c'est suffisant de savoir qu'en discartant une carte, l'Américain peut bouger deux frégates. Le joueur de Tripoli, trois actions possibles lui aussi. La première, jouer un événement. Lui aussi a des événements
sur ces cartes. La deuxième, construire un corsaire à Tripoli. Donc, le joueur de Tripoli a 9 corsaires au total. Il commence avec 4 à Tripoli. Il y en a 2 qui sont comme, entre guillemets, coincés à Gibraltar. Là, on va voir comment il peut les récupérer quand on va faire la revue des cartes. Donc, il lui reste 3 corsaires qui sont disponibles. Une carte, un corsaire. À Tripoli, bien important. Et la troisième et dernière chose qu'il peut faire, c'est de faire un raid pirate avec tous les corsaires qui se trouvent à Tripoli. On va voir encore là les détails dans une autre vidéo, mais essentiellement, les corsaires de Tripoli vont sortir de la ville ou du port, ont la chance d'être interceptés par les frégates qui patrouillent autour de Tripoli. Les corsaires qui vont résister ou qui vont survivre à cette interception-là vont pouvoir s'en aller ici, là, dans ce qu'on appelle le Open Seas et aller à la chasse aux navires marchands américains. Là, essentiellement, ils vont brasser des dés pour savoir combien de succès de piraterie ils ont fait. Puis après ça, ils reviennent avec leur butin à Tripoli. Donc, une carte, tous les corsaires doivent y aller. On ne peut pas en garder à Tripoli. Et aucun des deux joueurs ne peut passer tant qu'il a au moins une carte en main. Et c'est quasiment impossible de passer dans ce jeu-là parce que, comme je dis, là, à partir du deuxième tour, souvent, vous allez avoir 8 cartes en main, puis vous allez en jouer peut-être juste 4 dans un tour. Là. Il y a des cartes de combat, il y a des cartes que vous pouvez jouer en réaction à l'adversaire. Là. Fait que des fois, vous allez en jouer plus que 4, là. Mais quand même, c'est extrêmement rare que vous aurez plus de cartes en main dans ce jeu-là. Très, très rare. Alors, les cartes, contrairement à beaucoup de card-driven games, n'ont pas de valeur, il n'y a pas de chiffre en haut à gauche, de ups ou de points quelconques. Là. Quand vient le temps là, de faire des opérations de base, là, comme bâtir des gunboats, bâtir des corsaires, pirate raid, bouger des frégates, là, une carte en vaut une autre. Ça n'a pas d'importance. Là. Vous choisissez celle que vous voulez, puis vous vous en débarrassez dans la discard pile. That's it. Avant de se quitter, si ça peut vous intéresser, il y a un site, je vais mettre l'adresse dans la description du vidéo, un site qui s'appelle rallythetroops.com qui a une version là, entièrement automatisée pour jouer à ce jeu-là en ligne. Donc les règles sont enforcées, c'est encore mieux que Vassal. Là. Ceux qui connaissent Board Game Arena, pour d'autres types de jeux, là, ça ressemble un peu à ça. Là. Il y a moins de choix de jeux sur Rally the Troops, mais un des jeux qui est là, c'est The Shores of Tripoli. Donc si de jouer en ligne vous intéresse, c'est probablement. J'ai préféré utiliser Vassal pour mes vidéos parce que j'ai plus facilement le contrôle là, de ce que je veux vous montrer. Là. Mais vraiment, pour jouer une game contre quelqu'un, vous pourriez jouer sur rallythetroops.com. Donc, je vais mettre l'adresse si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter ici. Alors, si ça a piqué votre curiosité, si le thème vous semble intéressant, si d'avoir un petit jeu, là, ça vient combler un vide intéressant dans votre collection, là, n'hésitez pas à poursuivre dans la playlist pour faire la découverte du jeu The Shores of Tripoli. Merci.